Effectivement, tous les faits énoncés précédemment sont des effets de la crise économique de 2008. Des difficultés financières auraient pu être évitées, une organisation et une gestion des hypothèques aux États-Unis plutôt douteuses, ce qui s'est conclu par une faille dans leur système financier. Des banques en faillite, des entreprises financières qui ont surestimé le marché, un concours de circonstances malheureux qui a mené à une crise internationale majeure. Donc pour commencer, Joey Bilodeau va nous expliquer les premiers signes avant-gardistes de la crise économique de 2008. En fait, tout commence dans le début des années 2000. En ce moment-là, il y a un boom des matières premières aux États-Unis, ce qui fait que les investisseurs achètent énormément de bons du trésor qui ont des excellents rendements très garantis de 3 à 4%. Donc, c'est des extrêmement bons rendements pour un bon du trésor. Donc, après le 11 septembre, les États-Unis perdent des milliards de dollars. Et puis là, les bons du trésor descendent à seulement 1%. Les investisseurs doivent alors se tourner vers d'autres investissements pour continuer à faire de l'argent. Puis c'est là que les banques voient une opportunité d'emprunter énormément de capital à seulement 1%. Ça crée un effet de levier. Pour ce qui est de l'effet de levier, est-ce que vous pourriez nous en donner un exemple, Joey, s'il vous plaît? Bien sûr. Prenons par exemple une petite somme de 1000 $ et des taux d'intérêt d'environ 1%, comme l'étaient les taux d'intérêt à ce temps-là. En faisant énormément d'échanges, les investisseurs étaient capables d'arriver à une somme relativement considérable en proportion avec le montant initial, seulement en faisant des échanges, puis en remboursant le 1% d'endettement. On crée alors un capital sur de l'endettement. Donc, l'effet de levier donne l'impression à tout le monde qu'ils peuvent devenir riches très facilement. Toutefois, si quelqu'un devient riche, c'est nécessairement au détriment d'un autre. L'effet de levier n'imprime pas des billets verts, évidemment, c'est seulement des échanges. Donc, c'est pourquoi c'est Wall Street qui devient immensément riche à cause de ça, parce que c'est lui qui fait l'argent sur les intérêts. Donc, si je comprends bien, Joey, vous dites que Wall Street fait de l'argent sur les investisseurs, mais les investisseurs, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Voyant ça, les investisseurs, eux, ils veulent aussi être de la partie pour remplacer les anciennes actions du bon du trésor qui ne valent presque plus rien. C'est alors que Wall Street ont une idée, c'est relier les investisseurs aux futurs acheteurs de maisons à travers des prêts hypothécaires. Donc, vous venez de nous parler d'une idée géniale de Wall Street qu'ils ont eue. Pouvez-vous nous expliquer en gros les détails de cette idée géniale, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, les personnes qui veulent acheter une maison vont voir les courtiers immobiliers, qui, eux, vont chercher des prêts hypothécaires auprès des banques afin de vendre plus facilement la propriété et ainsi toucher leur commission sur la vente de la maison. Les banques offrent donc des prêts hypothécaires aux ménages, mais ne font pas beaucoup d'argent puisque les taux d'intérêt sont ridiculement bas. Alors, ils vendent le prêt hypothécaire à d'autres banques ou à des investisseurs qui, eux, empruntent des milliers de dollars pour acheter les prêts hypothécaires des ménages. En échange, ces banques et investisseurs reçoivent des paiements mensuels de l'hypothèque des ménages. Alors, ils vendent les prêts hypothécaires à d'autres banques ou à des investisseurs qui, eux, empruntent des milliers de dollars pour acheter les prêts hypothécaires des ménages. En échange, ces banques et investisseurs reçoivent les paiements mensuels de l'hypothèque des ménages. Et donc, à long terme, ils se font rembourser leurs dettes et feront ultérieurement du profit. Tout le monde semble y gagner, c'est magnifique. Ce fut donc une idée si géniale. Mais comme nous le savons tous, en 2008, il y a eu une crise économique qui a fait chuter les marchés boursiers d'environ 50%. Mais pour nous en expliquer davantage sur les prêts hypothécaires, voici notre expert hypothécaire, Nicolas Perrault. Eh bien, beaucoup de gens blâmeraient l'administration Bush pour ceci, dont la plupart des médias. La raison est telle qu'aux États-Unis, il y a une entreprise publique qui s'appelle Fannie Mae et Fannie Mac. Ce sont deux entreprises qui ont des subventions gouvernementales, mais qui sont quand même autonomes. Ils prennent leurs propres décisions. Ce que l'administration Bush a fait en 2002, c'est que ils ont augmenté le nombre d'hypothèques que ces entreprises-là donnaient une garantie. Le mandat de Fannie Mae et de Fannie Mac, c'est de bien coter les hypothèques qui sont des bons investissements et aussi de les garantir aux banques qui seront repayées. Donc, si par exemple, quelqu'un qui achète une maison et qui a une bonne cote de crédit, Fannie Mae et Fannie Mac vont le prendre sous leur garantie et s'ils ne peuvent pas repayer, ils vont repayer l'hypothèque pour eux à la banque. Donc, M. Perrault, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que l'administration Bush a eu comme implication dans le problème? Eh bien, l'administration Bush a augmenté le budget de Fannie Mae et de Fannie Mac pour qu'il y ait de plus de maisons aux États-Unis. Le résultat de ça, c'est que ça facilite le crédit dans le pays. Parce que, vous voyez,
eux autres, en augmentant la quantité de maisons qui disent qu'ils sont de qualité et de bons investissements et qui sont prêts à garantir un remboursement, ils font que les banques, eux, ils peuvent plus facilement emprunter des hypothèques. Donc, une fois qu'ils peuvent plus facilement emprunter ces hypothèques, c'est là que les subprimes rentrent et qu'ils ont pu faire des hypothèques de 1,75%, puisqu'ils savaient que les Fannie Mae et Fannie Mac allaient rembourser beaucoup plus des hypothèques, même si elles allaient échouer. Justement, en 2009, Fannie Mae et Fannie Mac couvraient 30% des hypothèques aux États-Unis, ce qui est un nombre complètement ahurissant et le budget américain ne peut pas couvrir tant d'échecs, tant de faillites. Donc maintenant que les banques et les investisseurs ils veulent vendre toutes ces hypothèques à d'autres financiers, ils doivent les séparer en tranches pour en vendre en grosse quantité. Ainsi, on ne vend pas une hypothèque à la fois, mais plutôt des bundles, ce qu'ils appellent, ou des CDO dans ce cas-ci. Alors, les CDO, c'est une façon pour les financiers de vendre les hypothèques en tranches. Puisqu'on ne vend pas des hypothèques une à la fois, on vend des centaines de milliers d'hypothèques à la fois. C'est des gros investissements qu'ils font aux autres banques. Et on doit les coter avant de les mettre sur le marché de la finance. Pour les coter, c'est des entreprises privées comme Moody's, S&P, mais aussi Fannie Mae et Fannie Mac. Et ils se font tous compétition. Et en plus, c'est les financiers qui mettent les hypothèques sur le marché, qui mettent les investissements sur le marché, qui payent ces entreprises-là pour coter leurs propres investissements. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec la grande confiance économique qu'il y avait dans ces années-là, une confiance artificielle, ils ont bien coté les hypothèques et beaucoup plus qu'ils le devaient parce que les banques leur avaient demandé de le faire, ils les avaient dit que ça allait être correct. Donc, une fois qu'ils ont surcoté les hypothèques, les financiers ont pu vendre ces hypothèques aux autres banques, surtout les banques internationales dans les autres pays, parce que les autres, ils ne savaient pas ce qui était en train d'arriver. Et ils ont pu les vendre pour des prix fixes beaucoup plus élevés que ce qui valait vraiment ces investissements-là. Donc, plusieurs mois plus tard, ces autres financiers qui ont acheté ces hypothèques, ils réalisent eux autres aussi que ces investissements-là, en fait, ils n'en valaient pas la peine. Ils valaient surtout pas le montant qu'ils ont payé pour, que ça allait être des grosses pertes. Donc, précipitamment, tous les financiers veulent se débarrasser de ces hypothèques qui sont répandues à travers le monde, dans les marchés financiers, mais il n'y a personne qui veut les acheter, puisque tout le monde sait que c'était des hypothèques vouées à l'échec. Et c'est là vraiment que tout commence à échouer, et que c'est la crise. Comme vous dites, les problèmes commencent à arriver. Pouvez-vous nous expliquer en quelle proportion les problèmes ont grandi et la réaction des investisseurs dans ce problème? Eh bien, maintenant, il est trop tard parce que toutes les hypothèques sont dans le marché financier et en distribution et déjà tous vendus à des banques à l'international, ce qui a des grosses conséquences. Parce que maintenant, tous les financiers, ils veulent s'en débarrasser avant que tous les acheteurs de maisons ils réalisent qu'ils n'ont pas l'argent pour payer leurs hypothèques et que ces emprunts étaient inutiles. Donc, maintenant que toutes ces hypothèques sont lancées dans le marché financier, sont partout dans les banques, en Allemagne, à Londres, ça a contaminé le marché et tout le monde maintenant qui réalise que ces hypothèques, c'est des mauvais investissements et qu'ils n'auraient pas dû les acheter, ils se retrouvent à devoir les vendre le plus vite possible avant que les autres réalisent que c'est la faillite. Donc, on se retrouve avec beaucoup de financiers qui se font compétition pour se débarrasser de quelque chose que personne ne veut. Et c'est là que tout commence à échouer. Parce que ils réalisent que bientôt, les gens allaient déclarer faillite, ils n'allaient pas pouvoir payer leur maison, les banques n'allaient pas avoir leur argent, le crédit, il va arrêter. Donc, maintenant que les banques ils réalisent qu'ils sont en dette, ils perdent confiance et ils ne veulent plus emprunter aux autres. Donc, c'est là que le crédit cesse et c'est là que vraiment la population commence à paniquer. Parce que sans crédit dans une économie, l'économie ne peut pas rouler. Les banques, pendant longtemps, pendant la crise, quelques semaines, ils arrêtaient d'emprunter. Et ça, c'est un problème parce que ça réduit la production. Donc, c'est là que l'administration Obama est rentrée et qu'il a investi 400 milliards de dollars dans les banques américaines et dans AIG. Donc, merci à notre expert Nicolas Perrault. Maintenant, nous allons parler à un autre expert analyste, Mathieu
Racine Lessard qui va nous parler des subprimes. Donc, comme mon collègue Nicolas a dit plus tôt, l'administration Bush est responsable de l'existence des subprimes, car elles ont augmenté le budget Fannie Mae, Fannie Mac. Ainsi, l'administration Bush a facilité l'accessibilité au crédit. L'offre du crédit augmente et la demande du crédit reste le même, donc le prix du crédit diminue. Puisque le crédit diminue, le coût pour emprunter baisse. Ainsi, la façon de faire des emprunts bancaires était totalement justifiée, puisqu'ils suivaient la tendance du marché en créant des subprimes. Quand c'était la crise et les banques cherchaient à refaire leur argent, ils ont été voir les acheteurs d'hypothèques. Par contre, on se rend rapidement compte de la surconfiance des banques envers l'économie. En 2010, 23% des maisons valaient moins que leurs hypothèques. Donc, avec un effet domino, des milliers de personnes déclarent la faillite puisque même avec le taux d'intérêt initial, ils pouvaient à peine payer leurs hypothèques. Donc, merci beaucoup. Après avoir entendu les 3 experts s'énoncer sur le même sujet de la crise économique de 2008, pouvez-vous nous expliquer la solution ou les solutions possibles aux problèmes majeurs? Malheureusement, dans cette question, il y a 2 conclusions différentes pour ce dilemme. La première serait celle des médias. Les médias vous diraient que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de régulation dans la finance. Ils sont venus à la conclusion en observant les faits et les événements récents. Ainsi, ils blâmeraient le remboursement par les entreprises publiques Freddie Mae et Freddie Mac des hypothèques en faillite aux banques, les emprunts subprime à taux variable des banques et les agences de notation qui ont donné des bonnes cotes aux investissements risqués. Cependant, le problème pourrait résider dans quelque chose de beaucoup plus large que ces détails. Dans les années 80, l'économie américaine était à une grosseur jamais vue. Toutefois, un nouveau monde de l'économie allait prendre du dessus, celui de la finance. Ainsi, les gens commençaient de plus en plus à mettre leur argent dans des investissements au lieu de l'utiliser à acheter du matériel. Alors, de plus en plus, la consommation américaine baissait, mais la production était à son pic. Le gouvernement craignait ceci car si la production devait baisser, des millions de personnes perdraient leur emploi et seraient dans la rue. C'est le président Clinton qui est venu avec la solution. Il a créé plus de crédits sur le marché, ce qui a fait baisser les taux d'intérêt sur les emprunts, puisque l'offre de crédit augmente, mais la demande est pareille. En résultat, les gens commencent à emprunter plus car emprunter devient plus accessible et abordable. Ainsi, ils commencent à vivre une meilleure qualité de vie, cependant une qualité de vie au-dessus de leurs moyens réels. Ce n'est pas seulement grâce au crédit qu'ils peuvent se payer ce matériel. Aujourd'hui, l'Américain moyen doit 150 000 $ versus le revenu moyen qu'il peut gagner, qui est de 45 000 $. De plus, Pierre Proulx nous apprend que seulement 10% de l'argent dans le monde de la finance est utilisé pour s'acheter du matériel. Mais il y a 90% qui ne sort jamais du marché de la finance. Ceci prive une quantité énorme d'argent qui pourrait être utilisé pour la consommation. En bref, nous sommes aujourd'hui pris dans un piège entre une production de matériel qui doit prendre de l'expansion, pour combler la population en emploi et une dette croissante causée par une qualité de vie de plus en plus au-dessus de nos moyens, depuis l'existence du crédit. Ainsi, le crédit dans le capitalisme a créé un cercle vicieux qui va inévitablement éclater un jour, mais le plus longtemps que l'on attend, le plus que le décalage entre notre production et notre réel pouvoir d'achat sera grand, et donc le dommage sera plus grand. Donc, merci à notre expert Mathieu qui a sûrement su vous éclairer sur ces sujets parfois laborieux et complexes. Donc, après avoir parlé de la crise des subprimes et des taux hypothécaires incroyablement élevés, nous voilà qu'en 2012, un nouveau problème émerge à grande vitesse, la crise du crédit.